Le système éducatif n'a pas toujours été comme il est maintenant. Donc en 1900, avant 1970, c'était un système elliptique où il y avait le primaire, les meilleurs passaient un examen, continuaient au collège, passaient un examen, continuaient au lycée. Et c'était payant. Et qu'est-ce qu'il y avait? Beaucoup d'échecs, beaucoup de redoublements, enfin tout ce qui était dans le passé, qui existe encore dans certains pays. Et les résultats étaient mauvais, et en fait, dans les années 60-70, il y a beaucoup de Finlandais qui avaient fait des études, qui sont partis, ils ont émigré, parce qu'ils ont trouvé qu'ailleurs, on étudiait mieux, on trouvait du travail. Donc il y a eu une perte de la matière grise, et la Finlande s'est dit attention, attention, il faut faire quelque chose. Si on veut diminuer le chômage, mieux former les gens, il faut faire quelque chose par l'éducation. Donc ils ont commencé à regarder autour d'eux, et qu'est-ce qu'il y a comme pays à côté de la Finlande? La Suède. Donc on a regardé comment les Suédois travaillaient, comment était leur système scolaire, et puis on a dit on va faire pareil, bien sûr en modifiant un petit peu. Mais les Suédois, eux, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils avaient pris modèle? De l'Allemagne de l'Est. Donc ils avaient pris les idées, les cadres, mais ils les ont transposés pour la société suédoise. Et les Finlandais ont dit on va faire la même chose en transposant, en modifiant. Et puis on a eu donc un système nouveau. On a commencé par des écoles pilotes. Et dans ces écoles pilotes, on a essayé de voir ce que ça donnait. Puis comme ça marchait assez bien, on a dit on va continuer. Et on va proposer une nouvelle loi pour changer le système scolaire. Et c'est ainsi que dans les années 70, on a réussi à faire voter une loi pour avoir un nouveau système. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. Et ce nouveau système, c'était de ne plus faire de séparation entre l'école primaire et le collège. C'était un tronc commun, c'était une seule école. On a appelé l'école fondamentale, il y a d'autres, c'est pas grave. Donc c'est 9 ans obligatoires pour tout le monde. Et puis, on a été quand même très prudent, parce que les gens, est-ce qu'ils vont accepter ce changement total? Parce que vous allez voir, il y a des choses qui ont vraiment changé. Et on a commencé par le nord, par la Laponie. Alors, comme il n'y avait pas d'école ou très peu, ils ont été très contents qu'on leur construise une belle école, qu'on ait des professeurs, qu'on leur propose de nouvelles matières, qu'on apprenne les langues, etc., etc. Donc, positif, positif. Et on est descendu un peu à la fois jusqu'à Helsinki, et j'ai l'honneur d'avoir enseigné dans le dernier lycée qui a mis en œuvre cette réforme, parce que c'était plein de Français, donc ils ne voulaient pas changer le système. Donc on a été en 1977 la dernière école de Helsinki à mettre en œuvre le programme de l'école fondamentale. Alors ça se présente comme ça. Il y a de petites modifications depuis les années 70, 77 et même après. On a bien sûr de temps en temps amélioré, changé, c'est pas resté fixe comme les premières années, mais la structure est la même. La seule chose qui est changée, c'est que vous voyez sur ce schéma, est-ce que je vous gêne d'ailleurs là? Non, vous voyez derrière moi, on commence la scolarité obligatoire à l'âge de 7 ans. 7 ans, 7 ans. Il y a très peu de pays qui continuent à avoir la scolarité à l'âge de 7 ans. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que si vous apprenez à 5 ans, à 6 ans, vous pouvez très bien apprendre à lire et écrire, mais ce n'est pas fixé définitivement. Il faut recommencer à l'âge de 7 ans. Donc les pédiatres ont dit que ça ne servait à rien de faire l'apprentissage à 6 ans, puisque ça ne sera pas fixé. Autant commencer à 7 ans
Donc l'enfant, c'est l'âge de raison, l'enfant a la possibilité de garder toute sa vie ce qu'il aura appris à l'âge de 7 ans. Mais, par contre, on a rendu obligatoire le préscolaire à l'âge de 6 ans. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'école maternelle à la française, comme on dit, mais il y a eu bien sûr des structures. Ça s'appelle jardin d'enfants ou garderie. C'est pas que je dis garderie, mais jardin d'enfants, c'est beaucoup plus beau. Qui allait jusqu'à 6 ans. Mais maintenant, la dernière classe des enfants de 6 ans sont obligés d'y aller pour être justement en société, pour apprendre, pour mieux préparer le passage à l'école obligatoire. Donc tous les enfants sont scolarisés. L'enseignement est bien entendu gratuit pour ces enfants-là, alors qu'avant, le jardin d'enfants est payant. Ce sont les communes, c'est privé ou la ville qui s'occupe des jardins d'enfants. Donc voilà, c'est ça la seule petite différence depuis les années 2000, c'est le préscolaire obligatoire à 6 ans. Mais attention, interdiction de faire l'apprentissage systématique de la lecture ou de l'écriture. On le fait globalement, on fait des étiquettes, on fait des tas de trucs. Et quand ils arrivent en classe 1 à l'âge de 7 ans, c'est très facile pour les petits Finlandais de lire et écrire, puisque c'est une langue qui est quand même, on pourrait dire, assez phonétique. Il y a des étrangers comme moi qui ont encore du mal à écrire correctement parce qu'il y a double consonne, double voyelle que je n'entends toujours pas. Et quand je donne mon nom, on l'écrit mal. On pense que je suis antillaise. Donc il y a, Antilla, c'est pas si facile que ça pour un étranger. Alors ce bloc de l'enseignement fondamental, on passe en général de classe en classe assez facilement. Ce qu'on a fait par rapport à l'ancien système, c'est supprimer le redoublement. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde passe systématiquement. Il faut pouvoir avoir les connaissances minimum pour aller de classe en classe, mais si les élèves sont faibles, eh bien on les aide personnellement ou en petits groupes pour qu'ils aient le niveau minimum pour aller dans la classe supérieure. Et ensuite, alors je regarde ce schéma, puis après je passe au-dessus. À la fin de la classe 9, il n'y a pas d'examen. Il y a seulement un bulletin sur lequel on a mis toutes les notes de toutes les matières. Et je ne sais pas si on vous a déjà dit, mais que la notation en Finlande, c'était de la note 4 à 10. 4, c'est l'échec, 10, c'est l'excellence. Et un élève en classe 9, fin de scolarité obligatoire, ne peut pas avoir un 4 sur son bulletin. Sinon, il doit rester à l'école jusqu'à temps qu'il transforme ce 4 en 5. Donc, comme on ne double plus, on a permis, vous voyez, 10 là, une année supplémentaire pour ceux qui avaient de mauvaises notes dans certaines matières, pour les améliorer. En général, on fait un emploi du temps à la carte. Si on était mauvais en mathématiques, on a foncé sur les mathématiques, mais ça pourrait être d'autres choses aussi. Et quand l'élève aura le minimum partout, il pourra quitter l'école. Mais bien sûr, quitter l'école, qu'est-ce qu'il va faire après? S'il a plus 4, s'il a plus des 5 et des 6, il ne pourra pas faire grand-chose, sauf, il ne pourra même pas aller dans une école professionnelle, parce qu'on demande une bonne moyenne, il ira en apprentissage, il ira travailler, il ira faire quelque chose, mais il a le droit d'étudier quand même, de recommencer, d'améliorer après. Il y a toujours une deuxième chance possible. Mais ceux qui ont bien réussi, alors selon la moyenne des matières principales, ils peuvent ou bien aller dans un lycée de culture générale, et en Finlande il n'y a pas de filière. Tout le monde passera le même baccalauréat dans toute la Finlande, et les matières sont des matières principales, et c'est ce qui va se passer en France à la prochaine rentrée, et ils peuvent choisir ou bien donc le lycée de culture générale, parce que ensuite ils pensent qu'ils iront étudier à l'université. Et après, ils iront, bon, je ne sais pas ce qu'ils font.
Mais ceux qui sont plus malins, ils ont décidé qu'il vaut mieux commencer par une formation professionnelle. Passer le baccalauréat, puisqu'il y a 4 matières principales qu'ils peuvent passer, ils ont les mêmes cours que dans les lycées, et après ils peuvent choisir. Ou bien ils peuvent aller à l'université, c'est pas interdit, mais ils peuvent aller dans des écoles supérieures professionnelles ou instituts de technologie universitaire. Je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez, mais ils peuvent continuer le professionnel. Mais vous voyez qu'il y a plein de passerelles. On ne doit pas recommencer jamais une filière, parce qu'il y en a plein. Donc on peut aller, on peut sauter du lycée à l'école professionnelle. Après le bac ou juste l'année du bac, on peut décider, tiens, je vais aller à l'école professionnelle. J'apprends un métier, puis après je perfectionnerai. Donc il y a tous les cas de figure. Est-ce qu'on peut aller de l'école supérieure à l'université? Est-ce qu'on peut faire le relais? Ou c'est 2 filières à De l'école supérieure professionnelle? Moins, hein? Si, c'est possible. L'école supérieure professionnelle à l'université, c'est possible aussi? Oui, c'est possible. Vous voyez, il y a une flèche là. Tout est possible. Donc les passerelles, donc les parcours des élèves, ils font leur parcours eux-mêmes, mais c'est cette souplesse qui permet d'avancer. Mais alors, là, on vous a dit déjà, puisque vous êtes dans un cadre, comment vous êtes dans une école professionnelle, la grande réussite, à mon avis, la grande réussite de l'école finlandaise, c'est la revalorisation de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, c'est celui qui formera moi j'ai interviewé des jeunes, on dit pourquoi tu fais ça? Il a dit moi je veux être grand directeur d'une chaîne de magasins, donc il faut que je sache ce que font les employés avant de pouvoir apprendre à faire des études de commerce et puis après ceci, cela. Donc ils ont des visions qu'on commence par la base et puis après, si on en a la possibilité, si on sait le faire, on continuera à faire des études. Donc c'est très sage. Alors, on vous a dit ça peut-être? Qu'en France, moi je disais que quand on dit on commence en classe, je ne sais même plus comment on compte, mais c'est 6, 5, 4, 3, 2, puis après c'est terminal, c'est terminé. Mais en Finlande, c'est dans l'autre sens. Donc, psychologiquement, c'est pas pareil. Donc on compte les années qu'on a derrière soi et pas seulement qu'il me reste encore un an, non, parce qu'il en reste tellement plus. Alors, quelles sont les grandes différences avec l'ancien système? C'est qu'on a été obligé d'avoir des écoles dans tout le pays. Parce qu'avant les années 70, comme j'ai dit, il y avait certaines régions de Finlande où on pouvait toujours avoir certainement un enseignement primaire, mais il fallait aller dans la ville à je ne sais combien de kilomètres pour continuer au collège ou apprendre une langue étrangère, parce qu'il n'y avait pas assez de professeurs, pas assez d'élèves non plus. Et puis, égalité d'accès pour les 2 communautés linguistiques. Alors ça, c'est un sujet un peu délicat, mais les suédophones, vous savez combien il y a de suédophones? Quel est le pourcentage de la population suédophone en Finlande? Combien? Non, 0,5. Et quand on a 0,5%, le pays est bilingue. Donc en Belgique, vous devriez parler allemand. Oui, il faut parler allemand. Et puis, il y a d'autres pays où on pouvait parler aussi. Donc 0,5% de Suédois oblige, et c'est ça qui est venu dans cette loi, tous les Finlandais à apprendre le suédois. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que tous les Suédois apprennent le finnois. Donc les 2 communautés linguistiques doivent faire la même chose. Mais c'est un peu... C'est gentil. C'est pas très gentil, c'est pas très réaliste. Estaloima, on parle beaucoup suédois. Il y a des régions de Finlande où on n'a jamais entendu parler qui que ce soit suédois. Mais sinon, c'est sur la côte ouest, et puis dans le sud du pays, qu'il y a des suédophones. Mais sinon, aller à l'est de la Finlande,
ça serait plus intelligent de parler russe, parler suédois. Parce que font les Finlandais qui vont en Suède? Ben, ils parlent anglais. Parce que comme ils n'ont... Vous savez, je suis désolée, mais on a toujours un petit accent quand on ne parle pas. Donc, que ce soit les Belges très, très faibles, ou les Québécois quelquefois un peu plus forts, des accents qui sont différents. Donc les Finlandais n'aiment pas parler suédois en Suède, ils parlent anglais. Et puis, avant cette époque, c'était des écoles de filles, des écoles de garçons, comme partout ailleurs. Et maintenant, allez, tout le monde ensemble. Et puisqu'on obligeait les gens à aller à l'école jusqu'à 16 ans, il fallait que tout soit gratuit. Alors, la scolarité, c'est normal, c'était dans d'autres pays aussi. Alors, je dis les fournitures, parce que, bien sûr, les manuels sont gratuits, mais même le cahier pour écrire, le crayon, le taille-crayon, la gomme, etc., sont fournis à tous les écoliers. Et la grande nouveauté aussi, c'était la cantine gratuite et obligatoirement avec des repas chauds qui doivent satisfaire un tiers des besoins nutritifs de la journée. C'est ça? Si, si. Les transports, ramassage, vous en avez bénéficié, je suppose, le transport, ramassage scolaire. Ouais. Les petits bus, alors ça dépend des endroits, mais ça se fait comme ça. Et depuis un certain temps, les sorties de classe. Donc, si on sort avec des enfants, on n'a pas normalement le droit de demander aux parents de payer. Alors, on s'arrange pour qu'on fasse des kermesses, des loteries, des tombolas, des je sais pas quoi, pour avoir une petite cagnotte, pour payer le bus qui va emmener les enfants, et puis on s'arrange, parce que vous pouvez payer l'entrée du théâtre ou du musée, etc. Donc, il y a des trucs comme ça, mais normalement, ça doit être gratuit. Alors, la grande nouveauté, c'était bien sûr pas de filière. On doit tout faire. Les enfants, à ce niveau-là, doivent être... il n'y a pas que des matières importantes, mathématiques, langue maternelle, etc. Il faut travailler le bois, il faut savoir coudre, il faut savoir faire à manger. Donc, il y a tous ces cours qui ont un petit peu étonné les visiteurs étrangers qui arrivent dans une école. Il y a une salle de musique incroyable avec tous les instruments. Il y a une salle d'enseignement ménager où on peut vraiment apprendre à faire à manger, etc., etc. Donc, toutes ces matières pratiques, concrètes, doivent être apprises à l'école. Et ce qu'on a remarqué, puisqu'on avait créé des écoles assez près des villes où on avait besoin de mettre des écoles, les enfants vont seuls à l'école ou bénéficient du transport gratuit. Alors maintenant, il y a une petite chose un peu triste en Finlande, c'est que la courbe de la natalité, elle chute. Résultat, il y a aussi, comme dans beaucoup de pays, les campagnes se vident au profit des villes, et le résultat, il y a beaucoup d'écoles qui ferment. Alors on se dit, mais ça c'est catastrophique, donc c'est-à-dire on a dit que s'il y a moins de 50 élèves pour toutes les classes de l'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans, on ferme l'école d'à côté, on en construit une troisième et on fait le ramassage scolaire. Pourquoi? Parce qu'il faut que les enfants aient la possibilité d'apprendre plusieurs langues, de faire toutes les matières, et ce n'est pas vivable avec une classe à 3 niveaux. Donc voilà la solution. Chez moi, à la campagne, on construit une école. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, parce qu'on en avait démoli 3, et maintenant on a regroupé dans un centre un peu plus grand une école. Alors ça c'est dommage, mais c'est sûr que la natalité n'augmente pas. Il y a des gens qui étaient dans le privé, l'enseignement privé. Alors en Finlande, on a dit aux gens, vous savez, vous n'avez plus le droit de demander de l'argent. Donc si vous voulez, vous vous mettez dans le circuit public. Donc un peu à la fois, les écoles privées sont allées dans le circuit public et on ne donne plus l'autorisation d'ouvrir une école privée. Mais elles font le même. Voilà. Donc, il y a très très peu de choses qui... Ancienne école privée a gardé quelques petits privilèges, mais c'est minime, c'est minime.
parce qu'ils n'ont pas le droit de demander d'argent des personnes. Donc, ils sont bien contents que l'État donne l'argent. Et tous les établissements dépendent des communes. Donc, la décentralisation de l'enseignement est faite pour que les communes créent des écoles, recrutent le professeur, donnent le matériel. Et il y a quelques établissements qui dépendent de l'État. Par exemple, le lycée franco-finlandais dans lequel je travaillais dépendait directement de l'État. C'était un statut spécial. Quelques écoles de langue bilingue, comme ça, avaient un statut différent. La grande différence, c'était l'âge de la retraite. On devait travailler jusqu'à 65 ans au lieu de 62 ans. Vous voyez d'un bénéfice. Et le second... Ah oui. Alors, en général, oui, je peux commenter cette première ligne. Quand les enfants ont 7 ans, ils sont inscrits d'office dans l'école la plus proche de leur domicile. Sauf si les parents veulent que l'enfant apprenne une langue qui n'est pas dans cette école. Donc, anglais, ça marche. Mais s'il dit, tiens, moi je vais apprendre le français, je vais apprendre l'espagnol, je vais apprendre l'allemand ou le russe, ou je ne sais pas pourquoi, eh bien, il pourra choisir un établissement dans lequel on va commencer une langue étrangère. Donc ça, c'est possible. Alors, sur dossier, pas dossier, puisqu'il n'a pas encore commencé l'école, mais peut-être on fait des tests. Oui, en Finlande, on fait beaucoup de tests psychologiques pour, justement, dans les écoles de langue, on ne veut pas prendre des enfants qui ont une dyslexie grave. C'est le seul cas où on dit non. Il vaut mieux se concentrer sur la langue maternelle et faire une langue étrangère plus tard. Donc c'est la seule chose. Alors, quelle est la nouveauté? Pourquoi les enfants sont passés de classe en classe? C'est bien parce que s'ils ont des difficultés, il y a quelqu'un qui est là pour les aider. Donc, sont apparus les enseignants spécialisés qui prennent les enfants dans la classe, en dehors de la classe, après la classe, mais dans l'école. Jamais aucun parent ne doit envoyer son enfant gravement dyslexique ailleurs, c'est dans l'établissement que ça se passe. Et puis, on a mieux préparé les enseignants pour qu'ils sachent dépister la dyslexie ou autre handicap de leurs élèves. Moi, la première, j'ignorais ce que c'était que la dyslexie, et maintenant j'ai rencontré un de mes anciens élèves qui est à Bruxelles, une commission, et puis il me dit, vous vous souvenez de moi? Oh, je dis que oui. Parce que pour moi, c'était le mauvais élève. Il pensait bien les dictées, le français, c'était la catastrophe. Et il a une situation très importante, mais il n'était que dyslexique, il n'était pas stupide, pas du tout. Et ça, j'avais fait l'erreur, je ne savais pas. Donc maintenant, tout le monde est au courant. Dans la formation initiale des enseignants, on prépare mieux les enseignants à dépister. Ce n'est pas à eux de faire l'enseignement pour ces enfants, mais au moins de savoir qu'on va l'envoyer quelque part. Donc, sont à la disposition des enfants avec des difficultés, un psychologue, un orthophoniste, une assistante scolaire, une infirmière, enseignants spécialisés. Alors, dans certaines écoles, il y a tout ce paquet, sinon on leur demande de venir. Ils ne peuvent pas être... Le psychologue n'est pas pour une école, il est pour la commune, il est pour la ville. L'orthophoniste, la même chose. Mais l'assistante scolaire, oui, obligatoirement dans l'école. L'infirmière, oui, mais peut-être pas tous les jours. Et l'enseignement spécialisé, oui, obligatoire. Et puis on demande bien sûr de faire, d'ailleurs tout le monde pourrait faire l'enseignement différencié, tout le monde apprendrait mieux, c'est pas la peine de faire ça seulement pour les dyslexiques. Alors les enseignants, il y a eu des tendances différentes selon les époques. Bon, c'est qu'on apprend à apprendre, il faut que l'enfant construise lui-même ses connaissances avec ses camarades, donc d'où ce qui étonne toujours, mais c'est toujours le travail en groupe, mais que vous connaissez très bien dans d'autres
J'ai vu très bien ça en Espagne, au Québec, et même quelquefois en France. Et c'est fantastique, parce que un groupe, même, on disait, ben oui, mais il y en a un qui est meilleur, mais c'est pas grave, parce qu'il apprendra différemment à ses camarades, et puis les camarades apprendront différemment que si c'était le prof, ça sera réduit. Donc c'est un plus, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est un plus de travailler en groupe. Bon, c'est pareil. Alors, ce qui frappe aussi, c'est la grande autonomie. C'est que les écoles recrutent les enseignants, c'est à peu près normal, achètent le matériel et décident même du programme scolaire. Nous n'avons pas la chance d'avoir un programme qui nous tombe du ciel et qui change chaque année, mais nous devons tous les 10 ans revoir les cadres de la Direction nationale de l'enseignement qui, bien sûr, qui changent parce que la société a changé, la technologie a changé, il faut bien mettre au bout du jour, mais on donne les objectifs à atteindre après un certain cycle, et après débrouillez-vous pour faire ce que vous voulez pour qu'on atteigne ces objectifs. Donc on ne donne pas de programme, mais l'école, le lycée, doit préparer son propre programme. Mais c'est un programme qui est encore assez ouvert, et c'est au professeur de voir en fonction de ses élèves qui sont dans sa classe, mais qu'est-ce que je vais faire pour qu'à la fin de l'année, il sache faire ça, ça, ça et ça. Donc on donne beaucoup de responsabilités à l'enseignant et à l'école. Et si on veut ne pas utiliser de manuel, c'est parfait, c'est tout à fait accepté. Mais il faut qu'à la fin, on obtienne des objectifs. Alors, Direction nationale de l'enseignement, donc on appelle ça des référentiels. Et là, on a une nouvelle série. Moi, j'ai eu deux fois 10 ans. Mais il faut 10 ans pour changer les programmes. 10 ans. Parce qu'on met 2 ans pour y réfléchir. On regarde l'évaluation nationale, dont je vous dirai 2 mots après, pour voir sur quoi il faut insister, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quoi il faut accentuer, est-ce qu'il y a des matières dont on devrait mettre, il y en a qu'on peut supprimer, etc. Et puis, on propose ces cadres à des professeurs, alors il y a tout le monde autour de la table, il y a les enseignants, il y a les parents, il y a les élèves, il y a les étudiants, il y a les syndicats, enfin le syndicat, parce que le syndicat finlandais, c'est combien maintenant? Combien de personnes adhèrent au syndicat? À peu près 98%. Si. Donc, en Finlande, dans un lycée, il y a toujours un prof par classe qui n'adhère pas. Donc, ça veut dire que par rapport à la France, où vous avez 10% des gens qui adhèrent au syndicat, les Finlandais sont très syndicalisés. Mais ça veut dire que les syndicats sont des personnes qu'on écoute, puisqu'ils représentent vraiment la population qui enseigne. Donc ils sont à la table des négociations pour voir les programmes, etc. Et on prend aussi des gens de la vie active pour savoir après vers quelle étude on va orienter les élèves. Pour voir qu'est-ce qu'on a besoin dans 10 ans. Est-ce qu'on a besoin de médecins? Est-ce qu'on a besoin d'ingénieurs? Est-ce qu'on a besoin de cuisiniers? Voilà, il faut que tous les partenaires sociaux soient ensemble pour influencer les futurs référentiels qui seront après déclinés en programme. Est-ce que je dis maintenant, vous avez parlé de l'évaluation? Je ne sais plus où je l'ai mis, si je l'ai après. Bon, vous me posez la question après. Les évaluations nationales. Mais qu'est-ce que c'est que ces évaluations nationales, puisqu'il n'y a pas d'examen? Donc comment on évalue les gens de façon nationale? Ça déjà, voilà. Alors, ça serait facile de mettre en examen, mais non. Donc on fait par matière, tous les 2 ans, régulièrement, surtout primaire, collège, lycée, je ne sais pas trop, puisqu'il y a le bac, c'est plus la peine.
on fait des épreuves de mathématiques. Et puis, on regarde quelle est la moyenne du pays en mathématiques, quelle est la moyenne des écoles, de chaque école, et puis on compare. Et si la moyenne de l'école est supérieure à la moyenne du pays, on dit bravo, continuez sur la lancée, donc vous pouvez encore essayer de monter un peu plus, mais c'est parfait. Et si la moyenne de l'école est inférieure à la moyenne du pays, il y a intervention. C'est-à-dire, moi ça m'est arrivé une fois, on m'a envoyé à Seymour pour le français, catastrophe. Le français c'était catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire là? Alors, je suis allée dans la classe, et alors, oh miracle, je suis tombée dans une classe où tous les élèves m'ont parlé. Pour moi, c'était étonnant, parce que les Finlandais sont timides, sérieux, et en langue, on a dit, hein, ce sont les seuls qui peuvent se taire en 5 langues. Donc, maintenant, ça a un petit peu changé. Mais je veux dire, c'était pas normal. Et là, je me suis aperçue que le professeur avait fait quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire elle faisait parler ses élèves. Il y avait une bonne communication, mais quand elle passait à l'écrit, et comme l'examen était seulement écrit, c'était la catastrophe. Donc, c'était du phonétique intéressé, donc très mauvaise note pour le professeur. Donc, il a fallu lui dire gentiment que c'est bien ce qu'elle fait, mais il ne faut pas oublier qu'une langue, c'est aussi pas seulement parler, mais c'est aussi écrire. Donc, bon, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Donc, on intervient, parce que, ça c'était une blague que j'ai faite à Liège. J'avais un parterre de... Je ne savais pas qui était dans le public. Hein. Il y avait des directeurs, il y avait des professeurs, et puis moi, j'ai dit, vous savez, pour faire des économies, on a supprimé tous les inspecteurs. Et j'ai entendu un cri, ce n'était que des inspecteurs. Ah, la blague. Bon, après, je suis devenue très copine avec un des inspecteurs, il a trouvé ça, c'était sans savoir. Donc, on a arrêté de nommer des inspecteurs, et ceux qui étaient encore avec le titre d'inspecteur, on les a mis au ministère. Et c'était ces gens comme conseillers qui ont travaillé pour les programmes et qui intervenaient auprès des enseignants ou des écoles pour essayer de voir avec eux comment améliorer cette fameuse moyenne. Hein. Donc ça, c'est le rôle des anciens inspecteurs qui sont maintenant devenus conseillers. Mais inspecteurs, c'est une catégorie qui n'existe plus. Mais ça a pris quand même quelques années. Je me revois à Liège. Donc vous avez vu, donc c'est ça qui permet de voir la température de chaque matière. Chaque matière doit être comme ça. Donc c'est pas l'école, les enfants n'ont pas de notes, mais on voit est-ce qu'on est sur les bons rails, est-ce que ça, on peut continuer ou est-ce qu'il faut modifier quelque chose. Donc c'est à cause de ça, de toutes ces moyennes, de toutes ces matières qu'on a évaluées, qu'on va changer dans 10 ans. Bon, il faudra voir, là on s'est complètement trompé, ils sont partis dans n'importe quel sens, il faudra être plus strict, il faudra faire ceci, cela. Donc il y a des petites modifications dans les consignes qu'on donnera ensuite aux écoles. Tout, non, mais ça vient régulièrement, bien sûr c'est la langue maternelle qui est la plus importante. Sans langue maternelle, vous ne pouvez pas apprendre toutes les autres matières. Donc langue maternelle, ça vient tous les 2 ans, mathématiques tous les 2 ans, et puis après à tour de rôle chaque matière. Mais même l'enseignement ménager, même la musique, même la gymnastique, il y aura ces évaluations pour voir est-ce qu'on fait ce qu'on a demandé de faire. Quoi. Comment les enseignants réagissent à ça du fait qu'il y a un conseiller qui vient et qui lui donne? J'imagine que ça doit être bien accueilli, parce que c'est pas une inspection. Ben non, c'est pas une inspection, puisque c'est essayer pour améliorer les choses, peut-être voir. Alors, on a peut-être, après ces inspections qui n'en sont pas, donner plus de ressources à l'école, parce qu'il manquait de ressources. Ou on a envoyé quelques enseignants en formation continue supplémentaire, en disant vous feriez bien de faire le stage de ceci, cela. Donc on aide de ce côté-là. Et puis, voilà, c'est plutôt la discussion pour faire mieux. C'est pas une punition,
Parce que de toute façon, c'est écrit nulle part, ça. Mais ça peut être justement un manque de formation continue des enseignants qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas voulu se moderniser ou faire ce qu'on leur avait demandé de faire. C'est une fois par année? Non, c'est-à-dire que tous les ans, il y a quelque chose, mais les matières principales reviennent assez souvent, tous les 2 ou 3 ans, et puis les autres matières, voilà. Donc il faut peut-être attendre 5-6 ans avant d'avoir... Et c'est national? C'est national. C'est pour... Voilà, c'est ça. Qui fait les tests, les anciens les anciens inspecteurs, non? Il faut qu'ils fassent quelque chose. Je les ai quand même pas supprimés complètement. Ils sont quand même utiles, mais ils n'ont plus la même fonction. Alors, une chose qui était très étonnante aussi, c'est qu'on a vu que les notes, c'était catastrophique sur le développement de l'enfant parce que s'ils n'avaient pas une bonne note, c'était la catastrophe. Donc, on a décidé de ne plus mettre de notes. Donc, plus de notes avant 11 ans. Sauf exception, parce qu'il y a toujours des écoles qui voudraient qu'on mette des notes. Mais normalement, pas de notes chiffrées avant 11 ans, mais une appréciation rédigée. Pourquoi? Parce que comme ça, les enfants ne peuvent pas comparer les bulletins les uns avec les autres. On ne peut pas faire la moyenne des appréciations écrites. Avant, il y avait eu des lettres. Mais les lettres, on peut très vite les transformer en chiffres, donc c'était dangereux. Donc maintenant, ce sont des appréciations. Et un petit peu à la fois, on met des notes, parce que bien sûr, à la fin de la scolarité obligatoire, il faut absolument avoir sur le bulletin des notes. Mais on en a reparlé maintenant en disant qu'après tout, on pourrait tout supprimer les notes. Sauf pour le 8e et 9e. Alors, une chose aussi pour l'évaluation, on s'est dit que tout le monde doit mettre des notes. Pour les langues, c'est fantastique. On a le cadre européen de référence qu'on a même mis pour la Finlande, c'est-à-dire qu'il y a des profs de langue. Alors, A1, A2, mais c'est pas normal puisqu'on commence à l'école primaire. Donc on a A1, A1, 2, A1, 3. B1, 1, B1, 2, B, etc. Bon, A2, 1, A2, 2, etc. Donc on a étalé avec des descripteurs intermédiaires pour que l'élève ait l'impression que il ne va pas rester 3 ans avec son A1, il va quand même arriver à A1, 3. Donc on a ça pour les langues, mais pas pour les autres matières. Donc normalement, pour la note 8, c'est un bon élève. 10, il est excellent, 9, il est très bien, 7, il est EA, c'est bien. Donc 8, le bon élève. On a pour chaque matière, pour chaque classe, fait les descripteurs. En mathématiques, l'élève de telle classe doit savoir ça, il sait faire ça, il sait faire tel problème, tel cela. Ça, c'était le profil d'un élève qui a la note. Et avec ça, les enseignants se débrouillent pour faire, s'il en sait un petit peu moins, c'est 7, s'il en sait un petit peu plus, c'est 9. Vous voyez? Donc on met quelque chose pour qu'il y ait une harmonisation des notes entre les écoles, parce que sinon, chacun peut mettre ce qu'il veut. Et c'est de 4 à 10 entières. Donc ce ne sont pas des notes, c'est un classement. Alors ce qui a changé, parce que c'est en rouge, et c'était... qu'est-ce que c'est? Question à la une, Belgique, que c'était Julie Laurel qui était venue faire un reportage, que les Finlandais ont changé le bic rouge par le bic vert. Et on insiste sur ce que l'enfant a appris et non pas ce qu'il ne connaît pas. Quand on fait un examen, c'est pas pour punir l'enfant en essayant de le piéger parce qu'il n'a pas tout appris, mais c'est pour montrer tout ce qu'il a reçu et tout ce qu'il sait. Donc ça change. Et le plus difficile, c'était pour les professeurs. Comment les professeurs qui avaient eu l'habitude de mettre du rouge là sur les copies, du jour au lendemain ne mettent plus de rouge. Je ne sais pas s'ils mettent du vert, mais dire « Ah, ça c'était bien dit, ça c'était comme il faut, ça tu as bien compris ».
Donc essayez d'encourager et de montrer. Alors bien sûr, les enfants ne sont pas stupides. Si on les encourage très peu en disant c'était bien, ça veut dire que c'était quand même nul leur devoir. Donc ils peuvent voir la différence. Comment? Avant, oui, mais voilà, voilà, maintenant c'est du. On change les couleurs. Hein. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ou alors, ça, c'est M. Robert. C'est Paul Robert, il est venu, il a écrit des livres, enfin, c'est la grande référence, il a étudié, il est revenu, et ça continue. C'est bien dit. Hein. Alors, l'échec. Est-ce que les Finlandais sont en situation d'échec? Disons qu'il y a presque 100% d'élèves qui arrivent à la fin de la classe 9. C'est l'objectif numéro 1. Et c'est normal parce qu'on va tellement les aider et puis leur faire des emplois du temps à la carte qu'il faut qu'ils quittent l'école. Hein, il ne faut pas qu'ils restent éternellement. Donc on doit faire quelque chose. Et ce que j'ai remarqué, parce que là c'est historique, donc je n'ai pas besoin de changer chaque année, c'est qu'il y a de moins en moins d'élèves qui quittent l'école, enfin après l'enseignement obligatoire, je parle. Donc qui quittent le lycée, qui quittent l'école professionnelle, qui quittent les instituts universitaires spécialisés professionnels et même l'université. Donc il y a une courbe décroissante, c'est-à-dire que peut-être on est un peu plus sérieux, mais il y a moins d'échecs après l'enseignement obligatoire, ou peut-être qu'ils ont été mieux formés à la base pour moins décrocher après 16 ans. Alors on parle en ce moment qu'on devrait faire, moi j'avais déjà mis ici 17 ans, la scolarité obligatoire à 17 ans. On a pu voir parce que l'école s'arrête à 15 ans, 16 ans. C'est comme ça, ils seraient obligés de s'inscrire dans une école professionnelle ou dans un lycée, et si on y est inscrit, on essaye de continuer. Donc on veut forcer de ce côté-là, et ça arrivera peut-être que ça sera 18 ans l'âge de la scolarité obligatoire, hein, c'est possible. Alors pourquoi cette réforme a bien réussi? On y a mis bien sûr les moyens, mais c'est parce qu'on a revu entièrement la formation des enseignants. Donc du jardin d'enfants jusqu'à l'université, tout le monde doit avoir obligatoirement une maîtrise, un master. Et une année de formation pédagogique suivie de stages dans des écoles d'application. Donc il faut qu'on ait des modèles. Et pour devenir enseignant, je ne sais pas, c'est certainement l'effet PISA qui a fait ça, mais le métier le plus populaire en Finlande, c'est prof. Ah oui. Waouh! Et alors, ça devient difficile de commencer des études pédagogiques. On n'en prend que 1 sur 10. Donc on va la prendre là. Donc c'est par l'enseignement, par la formation des enseignants, on a revalorisé la profession, et en fait, ça marche, puisque tout le monde veut venir prof, et on peut se permettre de ne prendre que les meilleurs. Hein? C'est pas ça qui compte. Ils ont un salaire correct, mais je veux dire, c'est pas ça. Parce que quand c'est pas dans tous les pays, c'est un peu comme ça aussi, on a fait les mêmes diplômes, mais on n'a pas le même salaire. Parce que si vous enseignez au jardin d'enfants, vous gagnez beaucoup moins que si vous enseignez au collège ou au lycée. Parce qu'il y a des examens, parce qu'il y a des soucis, parce que vous devez faire vous-même votre programme, etc. Donc ça devient plus compliqué au plus on monte, donc les salaires sont plus élevés. Ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'on a fait dans la vie. Mais on prend le gagne combien ici? Combien tu gagnes, Léna? Moi, j'ai une retraite de l'éducation nationale française, alors j'en sais rien. Enfin, c'est un salaire correct. Hein. Ouais.
suffisant, mais c'est pas. Si vous voulez gagner plus, vous faites comment plus, vous faites de l'informatique. Hein. Mais qu'est-ce qu'on entend par un salaire correct? Entre quels 3 000, 4 000 3 000 euros. Net? Ah non, pas net, brut. 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 Parce que. Combien fois? Non, Et on retire 30% d'impôt à peu près. ouais, ça dépend des charges, Oui. effectivement. 30. Et après, il peut y avoir des petits bonus, non? Il n'y a pas des petites primes? Tu vas avoir plus d'argent. Il y avait, à un moment donné, il y avait, on peut faire aussi des heures supplémentaires. Si c'est autorisé, c'est comme ça qu'on arrondit les fins de mois. Et la retraite, mon mari, lui, qui était prof de Gilles, finlandais, il a 2500 net de retraite. C'est-à-dire que c'est pas mal pour une retraite. Non? C'est plus qu'en France. Ah oui, dans la vie, il a des cher ici. Et Paris, c'est différent, parce que Paris, c'est plus cher que tout le reste. Mais si vous êtes dans une ville de 350, c'est quand même moins cher. Je peux demander encore à la note sur les lycées où il faut quand même beaucoup de professeurs techniques. Ceux aussi doivent avoir nécessairement fait la maîtrise. Oui, oui, oui. Mais en plus, on leur demande d'avoir exercé le métier. Donc, ils ont double formation. Il faut qu'ils... Ah oui, je pense qu'ils sont mieux payés. Hein. Les professeurs du technique sont mieux payés. Ils ont double formation. Formation d'enseignant et formation technique. Et si on a une fois fait la formation technique, on est devenu professeur, on reste professeur jusqu'à la fin. Puis maintenant, c'est fini, c'est fini. Mon fils, chaque année, il demande est-ce que je peux être encore professeur? Et il est professeur dans les techniques, pour l'informatique, les médias, etc. Et voilà, et tout. Ouais. Est-ce que... Commenti. Mais moi, j'ai rencontré des professeurs qui enseignaient dans l'université de technologie et on avait obligé, et c'était déjà il y a longtemps, à avoir travaillé 1 an dans la matière qu'ils enseignaient. C'est normal, hein? C'est normal. Oui, mais 1 an maintenant, si on reste pendant 20 ans professeur, toute la technologie... Ah ben il faut faire... Alors là, ça c'est une chose, je ne sais pas si c'est écrit sur mes papiers, mais ce que je pense que les Finlandais sont, toutes les matières d'ailleurs, mais surtout les professeurs, il y a la formation continue. C'est-à-dire que chaque année, ils ont un certain nombre de séminaires, de stages pour se mettre au point, pour apprendre plus. Maintenant, c'est l'informatique, n'est-ce pas? Et il faut qu'ils se mettent au courant. Moi, j'ai bien sûr fréquenté des enseignants de français, et je ne connais pas un seul enseignant de français qui n'ait pas passé ses vacances en France pour pouvoir parler français ou dans un pays francophone. Hein. Ça peut être aussi la Belgique. Donc, on veut améliorer sa propre matière. Et c'est obligatoire. Il y a des journées obligatoires de formation continue, mais volontairement, les profs, la semaine dernière, c'était hier, et avant-hier, les profs de français étaient tous à Tampere pour une formation de profs. Et toi, tu as été la semaine dernière à Mikkeli, non? Ah, c'était pas. Mais non, mais je veux dire que ça semble normal qu'on essaye de voir est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre et tout, donc on se met au courant. Et le prof vous donne combien d'heures de cours par semaine? Alors attendez, je dois avoir un papier là. La sélection des... Hop. Il y a le nombre de crédits exactement. Ça, c'est vieux déjà. Le salaire de départ. Vous voyez, c'est augmenté maintenant.
Alors ça, c'est nouveau. Ça, c'était en 11, mais c'est pas vrai, c'est maintenant. On a changé la formation. Oui, ça, c'est un truc... Il y a des gens qui ont dit qu'en Finlande, on réussissait bien à l'école parce qu'il n'y avait pas d'étrangers. Donc les étrangers n'ont pas une influence sur la qualité de l'enseignement. Et on s'est aperçu que c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils ne vont pas bien réussir. Bien entendu, c'est pas la France, mais ni la Belgique. Mais il y a de plus en plus d'immigrés qui viennent et ils sont principalement dans les grandes villes. Et il y a par exemple à Keskos, une région à l'est de Helsinki, qui est encore dans Helsinki, où il y a 51 langues maternelles apprises aux immigrés. Donc il n'y a pas que des Russes, ni des Suédois, ni des Estoniens, ni des Somaliens. Il y a 51 nationalités qui sont représentées dans les écoles de la ville. Et l'école de la ville a mission de renforcer la langue maternelle des immigrés. 1 heure par semaine obligatoire. Alors attendez, on n'a pas des profs pour toutes ces langues, on a des parents. On a des gens qui parlent la langue, ou des ambassades, ou des choses comme ça, qui viennent raconter des histoires, qui viennent parler de la culture. C'est simplement pour qu'ils aient un contact avec leur propre culture. Et le finnois qu'ils vont apprendre ne sera jamais, sauf exception s'ils le veulent vraiment, considéré comme langue maternelle. Ça sera toujours une langue seconde. C'est écrit là, même à l'université, ils auront des examens ou une notation différente parce qu'ils ne sont pas nés dans le pays. Donc on aide de cette façon l'intégration. On ne renie pas leur culture, on les oblige à parler leur langue, mais on leur dit que le finnois c'est une langue seconde qu'il faut connaître bien sûr très bien. Alors il y a des minorités en Finlande, pas les Suédois, mais les Sames, les Lapons. Et puis il y a les Roms aussi. Et je me souviens que chaque année, toutes les épreuves du baccalauréat sont faites bien sûr en finnois, en suédois, en lapon, en same et en Rome. Mais il n'y a jamais eu aucun Rome qui s'est présenté au bac. Mais chaque année, il y a 1 ou 2 lapons qui passent au bac, parce que c'est reconnu comme langue régionale, minoritaire, mais on leur donne la possibilité. Bon, ça change tout le temps. Hein. Ah, vous m'avez dit, j'ai entendu la religion. Alors ça, c'est un des pays où la religion, l'État et la religion ne sont pas séparés. Donc, dans chaque école, on peut suivre les cours de religion, de sa propre religion. Donc, la religion en Finlande, c'est le luthérianisme, donc luthérienne, ou orthodoxe. Ce sont les 2 religions officielles. Mais s'il y a 3 enfants qui sont catholiques, on doit pouvoir leur donner l'enseignement catholique. S'il y a 3 enfants musulmans, on donnera aussi les cours comme ça. Et puis les autres, on dit que vous faites de l'éthique. Ça serait beaucoup mieux de faire de l'éthique pour tout le monde, parce qu'ils font la même chose dans chaque pays. C'est pas tellement religieux prière, hein, c'est plutôt l'histoire de religion. Donc l'éthique, c'est encore dans le programme finlandais. Alors les professeurs, ils ont beaucoup plus de responsabilités avec cette école fondamentale que par le passé. Ils venaient faire leurs cours, ils partaient. Maintenant, ils doivent s'occuper des élèves, de surveiller dans la cour, de surveiller la cantine, de faire les bulletins, ils remplacent, ils font tout quoi. Donc on a supprimé le personnel administratif des écoles et ce sont les professeurs qui le font. Ils font ce travail. Et alors les réunions, il y en a quand même pas mal. Hein. Plus ou moins courtes, mais plus ou moins longues. Et je pense qu'il y a une bonne... ça se passe bien dans les écoles.
il y a une certaine confiance qui règne, qui n'était peut-être pas avant, c'est-à-dire que les parents ont confiance en l'école. Ça c'est une différence. Le ministère a confiance dans ses écoles, son personnel. Les élèves et les professeurs ont en général de bonnes relations. Il est habituel en Finlande que l'élève tutoie son enseignant et l'appelle par son prénom. Alors, sauf en français, bien sûr, parce que j'ai dit en France, on ne fait pas comme ça. Alors c'était Madame Claude, mais ça c'est autre chose. Donc on n'a pas on a, selon les langues, il y a certaines habitudes. Je suppose qu'en espagnol, c'est la même chose. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe qui. Mais ça vient des Suédois qui, eux, tutoient les ministres, les députés, tout le monde. Donc, c'est tu pour tout le monde. Mais non. Donc, en fait, ça se passe assez bien. Oui, alors, il y a beaucoup, on s'est interrogé. Vous savez, la première année où la Finlande a bien réussi à l'école PISA, ils n'ont pas réagi. Il y a eu dans les journaux, mais ils n'ont rien dit. Et les Allemands ont téléphoné en disant, mais comment vous avez fait pour être premier? Ah bon, c'était pas une erreur? Ils ont cru que c'était une erreur. Et ils se sont dit, mais si on est premier, mais qu'est-ce que ça doit être les autres? Ça doit être catastrophique. Parce que nous, on sait rien. C'est pas bien, cette école fondamentale. Donc, il y avait cette mauvaise attitude des Finlandais qui ont dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. La deuxième fois où il y a eu les résultats PISA, et c'était encore mieux d'ailleurs, on a dit maintenant possible. Alors les chercheurs ont été nommés pour faire des analyses, pour voir pourquoi on est les premiers, pourquoi ça va bien ici. Et alors ils ont trouvé des arguments. Et la troisième fois, on était habitués, même si les Asiatiques sont arrivés dans la course, mais les Finlandais ont découvert après qu'on pouvait faire de l'argent avec la pédagogie, et ils ont inventé le tourisme pédagogique. Et on paie très cher pour visiter les écoles. Par exemple, l'école Omnia, c'était 1500 € de la journée pour visiter l'école. Pour aller à l'école d'application de l'université, c'est 1000 € pour la conférence que je viens de faire. 1000 €. Donc, les écoles... Non, moi, je suis nulle part. Je suis à la retraite. Mais je veux dire que c'était incroyable. Maintenant, la ville dit telle et telle école pourra recevoir des étrangers. On fait un roulement. Mais quand on va dans des plus petites villes, moi j'étais à Mansala, qu'est-ce qu'ils sont contents d'avoir des étrangers. Donc, il suffit, si vous revenez, d'aller dans n'importe quelle ville autre que Helsinki, et vous serez accueillis des bras ouverts. Alors, il y a une chose, moi, que je dis partout. Alors là, les Français, les Belges et les autres. Peut-être pas les Belges, parce qu'il y a des Flamands. Bien sûr, l'éducation des mères, c'est tout à fait important. Les traditions anciennes, les bibliothèques, tout ça, c'est important. C'est normal dans ce pays, avec ce climat, d'avoir un lycée au coin du feu. Mais le sous-titrage des programmes de télévision, c'est encore plus important. Tout le monde est collé devant sa télé, et moi, je ne peux pas supporter les séries américaines doublées en français. Je ferme la télé à ce moment-là, parce que je n'admets pas ça. Il faut tout regarder en version originale avec des sous-titres. Et si vous regardez le classement des écoles PISA qui ont bien réussi, eh bien vous voyez que ce sont des petits pays où il n'y a pas de doublage. Donc, c'est ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Italie, ni l'Espagne. Alors la Wallonie, n'en parle pas, parce qu'ils font comme les Français. Parce que ils doublent tout. Mais vous avez les Pays-Bas, vous avez le Danemark, vous avez la Norvège, vous avez la Suède, vous avez la Finlande, et d'autres pays qui n'ont pas les moyens de doubler. Alors ils mettent des sous-titres. Et les enfants apprennent à lire vite et à comprendre ce qu'ils lisent pour suivre leur... Donc c'est le meilleur outil qu'on a pour renforcer la lecture. Et l'apprentissage de la nouvelle langue ou d'une autre langue. Ben oui, alors on entend les sons, on entend les autres langues, et puis on améliore son propre finnois. Écoutez, je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas en France à faire la chose comme ça. C'est scandaleux. Oh non, mais on fait des réformes, mais on ne fait pas des bonnes réformes. Et alors maintenant, l'informatique, c'est
obligatoire déjà, moi, quand j'étais là-bas, c'était déjà longtemps. On disait que 10% de l'enseignement doit se faire derrière l'ordinateur, pour chaque matière. La gymnastique, c'est dans ça. Mais maintenant, est-ce que vous en parlez, Léna? Et maintenant, cette année, c'est la première année où le baccalauréat se fait de façon électronique. Ouais. Alors là, c'est un projet énorme, mais si ça marche, c'est génial. Vous expliquez ça? Oui, alors ce qu'on avait vu aussi, c'est que, en fait, qu'on aille dans l'école du quartier, ou un quartier un peu plus chic et tout ça, c'est pareil. Il y a à peu près la même... c'est pareil. On soit à la campagne, dans une petite ville, dans une grande ville, les écoles ont les mêmes résultats et le même environnement. D'ailleurs, même au plus vous êtes dans un petit village, au plus l'école sera super, parce qu'on donne beaucoup plus pour les matières, après l'école, pour faire quelque chose. Ça se passe. Bon, ben, je crois que j'arrête là, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de poser des questions. Mais j'ai mis, regardez les heures, les journées sont courtes. Il y avait des enseignantes françaises qui venaient me dire, quand est-ce qu'on recommence la deuxième équipe? Je dis, il n'y a pas de deuxième équipe, c'est de 8h30 à 13h, et puis après, à la maison. Alors, on a des activités parascolaires. Il y a des clubs, des choses comme ça, mais si les enfants n'ont envie de rien faire, ils peuvent rentrer chez eux. Ah, puis il y a aussi quelque chose que j'ai rajouté en général pour les Français seulement, parce que c'est toujours d'actualité, c'est que les enfants, dans la Constitution, ont le droit à 190 jours d'école. Je ne dis pas en heures, c'est en jours. 190 jours d'école. Et s'il y a une grève des enseignants, eh ben, les enseignants sont obligés de prendre sur le temps de vacances et de faire cours pour que les élèves aient 190 jours. C'est pas beau, ça? Ben oui. Et quand est-ce qu'elle a été la dernière grève des enseignants? Moi, je me souviens, 1984. C'est la seule grève des enseignants que j'ai connue en 36 ans d'enseignement au lycée. T'étais pas né, quoi. Les vacances, alors, avant, il y avait 3 raisons pour être professeur, c'était juin, juillet, août. Maintenant c'est juin, juillet, mi-août. On recommence parce qu'on travaillait le samedi matin. Maintenant, on ne travaille pas le samedi, on a des longs week-ends. Donc, on a 15 jours de moins sur les grandes vacances. On a 2 mois et demi de vacances d'été. C'est important pour les Finlandais. Et surtout pas de devoir de vacances. Surtout pas d'examen pendant les week-ends. Rien à faire. Et pour les parents, les deux travaillent. Comment faire pour les après-midi? Ben, il y a des clubs, il y a des à côté de l'école peut d'ailleurs accueillir du sport, de la musique, du dessin, enfin des clubs dans l'établissement même, puisqu'il y a des salles pour ça. Ça peut être la commune qui vise, et puis la paroisse, parce que la paroisse c'est toujours à côté quand même, il y a l'église, et ils accueillent. Et il y a aussi la commune a des maisons qui sont surveillées par des adultes, où les enfants peuvent aller jouer, ou écouter de la musique, ou lire un bouquin, et voilà, après l'école. Voilà ce qui se passe. Mais on rentre jamais, les parents ne finissent jamais après 5 heures. Ils sont à la maison à 5 heures. Les journées sont courtes. Et puis il n'y a pas des embouteillages de 2h30 pour y arriver. Hein. Donc, Chez nous, il y a des parents qui rentrent vers 7 heures. Ah ben ça, c'est pas possible. Hein. C'est jamais... Ah ben, il y a des métiers, bien sûr, où si on a l'infirmière de nuit, là, il y a de gros problèmes. Mais c'est pas ça. Est-ce que je peux, Léna, aller sur Internet? Comment? Là, je suis à 11. J'ai trouvé que c'était joli comme mot. Où est-ce que c'est?
Ah bah c'est là. Je peux écrire? Ou j'ouvre un nouveau truc? Voilà. Là, par exemple. Non, non, mais je vais écrire, moi, mon truc. Pour qu'il sache. Attends. Ça va à peu près? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vois pas ce que j'ai dit. Pas ici. Ça marche pas? J'ai pas écrit Clantila? Pourquoi il met un plus? Ah, voilà. Alors, il y a tellement de gens qui m'ont écrit, qui me téléphonent, qui me demandent des renseignements. Je rappelle toujours la même chose. Je dis, bon, ben, je vais faire un site. Et je donne les réponses par le site. Donc, vous avez ici, vous mettez l'adresse Clantila, alors www.clan2tila.fi et vous avez ce site. Et encore une fois. Hein? Oh bah oui. Ah, ok. Oui. Des vidéos. Donc je n'ai pas caché mon nom, donc vous me retrouverez si vous écrivez correctement en là. Donc il y a. Pourquoi c'est si gris là, hein? C'est pas bien. J'ai mis des couleurs pourtant moi. Là j'y vois rien du tout. Alors la Finlande, donc j'ai mis bien sûr le système, des articles en français faits par des Finlandais, mais par des Français, des Québécois, par plein de gens. Et j'ai mis Mediaporama que j'ai fait parce qu'ils étaient orientés vers ou bien l'évaluation, ou bien la confiance, ou bien l'inclusion des handicapés. Donc il y a plusieurs programmes qui sont là en PowerPoint. Il y a quelques vidéos aussi, parce que j'aime bien voir. Et voilà, il y a des analyses. Et puis j'ai rajouté, il n'y a pas si longtemps que ça, le professionnel et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on a trouvé et des exemples, etc. Donc je vous invite pour les questions d'aller voir sur ça. Et puis si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez m'écrire. Je réponds tout le temps. Alors, il y a une deuxième chose. J'ai le temps? C'est fini? Oh non, mais j'ai pas regardé l'heure. Hein? Oui. Alors, j'étais à table, là, je ne sais plus avec vous. Hein. Bon, j'ai commencé avec Léna, mais ça va peut-être continuer différemment. Vous écrivez expressefr.com. Oh. Oh là là. Peut-être que je regarde ce que je... Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un... Voilà. C'est un site qui a été fait par les professeurs de français pour rassembler, faire nous-mêmes, du matériel numérique, et puis un peu à la fois, du matériel numérique, on peut le faire aussi facilement, que j'ai continué à regarder ce que font les Espagnols, les Québécois, les Belges, tout le monde un peu dans plusieurs pays, et si je trouve que, ah mais ça c'est chouette, je le mets sur le site. Donc c'est pour l'apprentissage du français, mais ça peut servir pour le soutien à des petits Français aussi. Donc si je vous montre la table des matières, c'est quelque chose de...
assez costaud. Parce que tout ce qui est en rouge, ce sont des pages avec des dizaines de pages qui s'ouvrent. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fastidieux. Donc, pourquoi? C'est parce que c'était les thèmes des programmes finlandais. Donc, il y a des manuels, bien sûr, mais si on veut ne pas utiliser le manuel, on peut naviguer et trouver ou bien des textes et puis des exercices qui correspondront au thème que vous avez choisi. Et aussi, alors le grand travail, c'est de mettre le niveau, parce que c'est pour débutants, pas à dire A1, A2. Donc, comme je m'en occupe plus ou moins toute seule, il y a des choses encore à rajouter. Mais vous cherchez n'importe quoi avec le moteur de recherche, puis vous verrez bien si vous trouvez. Il n'y a peut-être pas tellement d'exercices de grammaire, parce que ça, tout le monde en fait, il y en a partout, mais c'était plutôt pour le vocabulaire, pour faire parler et pour comprendre l'oral. Donc vous cherchez là dans le moteur de recherche, et puis vous trouverez, vous ne trouverez pas. Et puis même pour les enseignants, j'ai commencé à mettre des choses sur les enseignants. Et il y a un troisième site dont je m'occupe, mais avec des Norvégiens et des Français, c'est de la propagande, c'est pour la promotion de la langue française dans les pays non francophones. Et ça s'appelle Pour le français. Donc vous écrivez pourlefrançais.com et surtout sur le, comment dire, tout ce qu'il y a de bien en France, voilà, la culture. Mais il y a de tout. Mais tous les arguments que chaque prof de français dans tel ou tel pays pourra trouver l'argument qui va convenir à mes élèves. Voilà. Donc on a fait un travail qui continue et ça nous a permis d'ailleurs de faire rencontrer des enseignants. On a vu tous les enseignants de l'Europe du Nord, donc pays nordiques et pays baltes. On a vu des enseignants de langue allemande. Et puis, on va peut-être, on a vu bien sûr un travail Norvège, Finlande, mais peut-être voir des Irlandais, faire des séminaires pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens apprennent mieux le français. Que vous possédez comme derrière. Donc maintenant, si vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Si je peux vous poser une question, qu'est-ce que vous identifiez pour l'avenir comme force et faiblesse dans le système finlandais et la même chose dans le système français pour les 10 années à venir? J'en sais rien dans le système français là. Je suis plus dedans. J'ai lu bien sûr ce qu'on va faire, mais je suis finlandais. Disons qu'il y a un gros problème. Dont on a parlé d'ailleurs, j'ai parlé hier avec des gens de l'université et même des lycées, c'est qu'on commence à donner des ressources en fonction du nombre de diplômes distribués. Et que les universités, les enseignements techniques, même certains lycées, essayent d'avoir le maximum d'élèves, donc descendent le niveau pour avoir plus d'élèves, pour avoir plus de ressources. Ça, c'est un mauvais calcul. Parce que qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont... Donc, cette façon de donner des ressources en fonction du nombre d'élèves, c'est pas ça. Il ne faudrait pas faire ça. Donc, ça, c'est une erreur monstrueuse. Et puis, les défis, c'est. Qu'est-ce que tu vois comme défi? Est-ce qu'il y a des défis? On a tellement déjà demandé aux professeurs qu'il va falloir demander plus. Non? Une réelle force qui perdurera, Oui. la force du système. Votre avis, c'est quoi? Oui, c'est lié vraiment à la culture du pays ou non, puisqu'avant, c'était pas le cas. Je dis, on a trouvé des explications pour dire pourquoi les petits Finlandais sont meilleurs en lecture. Parce que les mères sont plus éduquées. Parce que c'est toujours à côté des femmes. Les femmes ont plus d'éducation. Les femmes ont eu, vous le savez, les premières à avoir le droit de vote. Donc il y a toute cette côté des femmes qui travaillent, des femmes qui mènent, les femmes qui propagent la culture, et donc leurs enfants sont mieux éduqués. Ils sont plus de ça. La lecture, c'est normal la lecture. Moi je dis merci à M. Luther. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que depuis toujours en Finlande, pour se marier, il fallait savoir lire et écrire,
Et ça ne suffisait pas de faire une croix sur le sein. Donc, pour se marier, il fallait savoir lire et écrire. Donc, résultat, les Finlandais ont appris à lire et écrire beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Pas seulement une classe sociale élevée, mais tout le monde. Et si vous ne me croyez pas, vous lisez le livre de Alexis Kivi, un célèbre auteur finlandais, qui s'appelle Les 7 frères. Et le frère aîné s'appelle Juhani, il veut se marier, et catastrophe, il est le seul à ne pas savoir lire dans la famille, et tout le monde s'y met pour lui apprendre à lire, pour qu'il se marie enfin. Donc, bon, c'est une blague, mais c'est vrai, la culture, la religion ont été très importantes dans le développement de l'éducation. Alors, je crois que c'est en vidéo. Ce ne sont pas leurs potes qui sont en vidéo. Enfin, en partie. Enfin, vous allez que vous n'allez pas recommencer à nous mettre ça sur YouTube. C'est pas gênant. Alors, oui, il y a, sur le Clantila, là, vous regardez les PowerPoint et il y a Rouen, j'ai écrit Rouen, et là il y a tous les horaires, et d'autres horaires aussi, mais il y a beaucoup de renseignements des chiffres.